Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac et vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création et à la reprise d'entreprises. Ici, nous mettons en avant des solutions d'accompagnement avant et après création, car comme on aime le répéter toutes les 2 semaines sur cette antenne, il ne faut pas rester seul. Mais le nouvel entrepreneur, c'est aussi mettre en lumière des parcours, des personnes qui sortent un peu de l'ordinaire et qui peuvent, par leur témoignage, vous inspirer, vous donner confiance, vous amener à vous dire tout simplement que vous aussi, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, nous avons un programme chargé, car ce sont 4 invités que nous accueillons au lieu de 3, dans une parité pas tout à fait parfaite, mais on essaye. Et nous commençons avec Jean-Baptiste Clément. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de la couveuse Esprit d'Entreprendre à Chambéry depuis un peu plus d'1 an. On va donc commencer par une définition. C'est quoi une couveuse d'entreprise ? En fait, la couveuse d'entreprise, je pourrais la qualifier de l'école de l'entrepreneuriat. Parce que toute personne a appris à faire un métier dans sa formation classique. Par contre, on n'a pas appris à devenir entrepreneur. On n'a pas appris à avoir la casquette RH, à faire de la communication, de la gestion, de la finance. Et en fait, la couveuse, c'est l'école pour apprendre cela. Donc, le parcours, c'est vraiment un parcours d'accompagnement et de formation. On va former les gens à communiquer, à structurer leur projet, à le financer. On entend souvent que la couveuse, c'est un peu le moyen de tester son activité avant de vraiment se lancer dans le bain. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une zone test où on va créer son activité avant de créer son entreprise. Parce que tout le monde pense qu'on va créer une entreprise. Alors, quels sont mes statuts ? Je vais prendre SASU, société, micro. Et en fait, ils pensent structure avant de penser activité. Et du coup, nous, on dit l'inverse. On va d'abord créer l'activité. Vous allez tester votre activité. Et si un coup que vous avez votre marché, à ce moment-là, on va créer la structure qui va vous porter. Donc ça permet vraiment d'être entouré, de pas avoir ce problème qu'on répète souvent, c'est-à-dire que dès qu'on est le chef d'entreprise, on doit avoir toutes les casquettes. Et là, ça permet vraiment de se concentrer sur son activité et d'avoir quand même des gens autour de nous qui vont pouvoir nous aider sur le reste. Oui, exactement, parce qu'en fait, on a plusieurs parcours d'accompagnement, de formation. On a 10 cycles de formation qui va de la gestion, fiscalité, au droit. Parce que forcément, les entrepreneurs vont avoir de la gestion avec des clients, des fournisseurs, et peut-être plus tard des salariés. Donc, ils ont une partie de droit maîtrisée, et aussi de comment commercer, comment vendre et comment valoriser mon produit. Et ça, c'est une grande sphère et une grande difficulté des chefs d'entreprise, c'est comment bien vendre ses activités. J'ai envie de dire, mais je me trompe peut-être, il y a aussi une chose qui est souvent oubliée par les personnes qui créent leur activité, c'est de mettre le salaire aussi dans les prévisions. Oui. On oublie souvent qu'il faut se payer quand on lance sa boîte. Oui, c'est marrant ce que tout le monde dit. Oui, alors mes premiers postes de charge, ça va être le loyer, ça va être l'assurance, le comptable, la marchandise. Et moi, je leur dis, vous pensez que vous payez quand ? Parce que tout le monde dit, mais il y a des aides, etc. Non, une activité doit être rentable pour vous en vivre. Si vous voulez vraiment en vivre de votre travail, de votre passion, faut quand même consacrer dans votre tarification votre salaire. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas philanthrope, on a tous besoin de remplir son frigo à la fin du mois. Et du coup, il faut bien en tenir compte. Alors, il y a un aspect aussi qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'on parle souvent des couveuses, mais il y a des services qui sont très utiles, très importants. Et moi, souvent, quand j'en parle à des collaborateurs, à des clients ou quoi, ils savent pas que c'est là. Mais vous faites aussi de la domiciliation. Oui, parce qu'en fait, la domiciliation, c'est avoir une adresse professionnelle. C'est quand même bien d'avoir une adresse d'activité. Mais si on a une activité indépendante chez soi, 336 avenue des Chèvres, en haut des montagnes, commercialement, c'est un peu compliqué. Et donc, une domiciliation, aussi bien à Chambéry qu'à Aix-les-Bains qu'on propose, ça permet tout de suite d'avoir un siège social, de pouvoir tout de suite avoir une empreinte quand même sérieuse pour sa clientèle. Et ça évite aussi, je pense beaucoup aux indépendants, ça évite aussi d'avoir des gens qui débarquent à la maison en disant oui, mais j'ai vu que c'était ça votre adresse, alors je venais vous voir. Exactement, parce que Google Maps, on a tous pensé, on va s'immatriculer avec Google Maps, et Google Maps a fait une belle photo de notre maison. Donc, et ça, j'ai une couvée qui travaille avec des personnes en difficulté, notamment l'accompagnement d'ados en difficulté dans les zones sensibles. Et donc forcément, elle n'a pas envie de retrouver son adresse personnelle sur Google. C'est sûr. Parmi les autres services, il y a de la mise en place de formation chez vous.
Oui. Toujours dans l'idée d'accompagner le porteur de projet, l'entrepreneur. Oui, exactement. Parce que moi, je suis à la base ancien directeur de cabinet comptable. J'étais formateur aussi dans les licences entrepreneuriales à l'université de Champagne. Et j'ai enseigné aussi en école de commerce. Donc c'est une chose qui me tient à cœur, c'est éveiller les entrepreneurs aux connaissances du monde qui les entoure pour mieux l'appréhender et mieux le maîtriser. Donc c'est vraiment ces cycles de formation qui sont faits. C'est par exemple une formation sur lire un bilan. C'est très bête, mais le bilan, on voit tout de suite une addition de chiffres. Et en fait, non, ça nous raconte une histoire de flux de gestion, une flux de production. Et du coup, c'est je leur apprends à le rendre opérationnel en disant que, par exemple, pour un restaurateur que j'accompagne, c'est de transformer le bilan en nombre de couverts. Mmh. Donc, c'est quelque chose de plus opérationnel pour le chef d'entreprise, ou pour qu'un prestataire de service ou quelqu'un du bâtiment, ça va être le nombre d'heures qu'il a vendu et à quel prix. Oui, c'est plus parlant, pour le coup. C'est beaucoup plus parlant, et comme ça, au moins, il appréhende de manière différente son bilan, en disant il peut se fixer des objectifs, non pas de chiffres, de charges, etc., mais vraiment combien d'heures je vends, est-ce que je suis rentable, et c'est des indicateurs beaucoup plus parlants dans la gestion de tous les jours. Alors du coup, si on doit là tout de suite dire, ok, qui a besoin d'entrer chez Esprit d'entreprendre, qui a besoin des services de couveuse, de se faire accompagner, de formation, ça s'adresse à absolument tout le monde ? Tout le monde, sauf ceux qui sont en profession réglementée. On ne peut pas accompagner des personnes qui ont un conseil de l'ordre, comme les avocats, les experts comptables, les médecins, parce que ce sont des professions ultra réglementées. Et là, forcément, on peut faire de l'accompagnement autre, mais pas en couveuse. Est-ce que vous êtes en train de me dire que si demain, je veux me déclarer micro-entrepreneur en chirurgie faciale, je peux pas ? Non. Alors, je suis très déçu, c'était mon prochain projet. Parmi les autres services, j'ai aussi relevé la location de salle de réunion, location de bureau, ça peut être à la journée, à la demi-journée. Oui, on a un espace du coup de location. Par exemple, si quelqu'un voudrait organiser des séances de formation ou animer un atelier, forcément, il n'a pas forcément une salle. Et du coup, nous, on a une salle à disposition qu'on met en location pour les non-domiciliés et nous couver. Et toute personne qui souhaiterait avoir un espace, on est près de la gare. Donc forcément, ça favorise le transport. Alors moi, je voulais aussi parler d'une chose, c'est que c'est parce que c'est inédit, j'avais jamais vu ça ailleurs, mais dans l'idée du niveau d'accompagnement et d'implication de la couveuse pour ses couvées, par exemple, sur le salon du nouvel entrepreneur en septembre dernier et l'an prochain, c'est renouvelé, vous prenez un grand stand pour pouvoir laisser de la place à vos couvées et qu'ils vivent l'expérience vraiment d'exposant. Exactement. Ça, je l'ai vu nulle part. Hein. Exactement, parce qu'en fait, faire un salon, c'est une forme de commerce, de développement commercial, et ça s'apprend. Et du coup, comme on est vraiment dans l'apprentissage de nos couvées, on sent que le stand, on leur met à disposition, on leur prête, on prend le stand pour eux, et pour qu'ils puissent faire leur activité, puissent comprendre comment on démarche sur un salon, comment on fait le tour aussi des partenaires peut-être futurs dans le salon, parce que faire un salon, ce n'est pas que vendre à des badauds qui vont passer autour de nous, mais c'est aussi discuter avec tous les intervenants et stands aux alentours, où on peut avoir des synergies. Et comme je répète souvent, vu que je fais des salons, être exposant, c'est aussi ne pas attendre que ça se passe, mais aller à la rencontre dans les allées des visiteurs et les amener à soi. Oui. C'est quelque chose qu'il faut apprendre aussi à un moment, parce qu'on en a tous vu des salons où tous les exposants sont assis, regardent leur téléphone. C'est un peu tristoun, on reste pas forcément longtemps dans ces salons-là, mais c'est une super initiative en tout cas. Comment on fait pour prendre contact ? Il y a des conditions d'ailleurs pour être couvé ? Il y a un dossier de candidature. Et un dossier de candidature, c'est pour poser, c'est déjà le premier élément de travail, c'est poser le projet par écrit. Parce qu'on a tous une idée d'une activité et autre, mais le passage à l'écrit, c'est un dossier qui fait quand même 4 pages, où ils vont commencer déjà à voir quel est leur marché, leur clientèle, leurs fournisseurs concurrents, et ainsi ils vont pouvoir commencer à structurer leur projet. Et nous, ça va être vraiment un outil de travail sur le futur. On va détecter tout de suite les points de faiblesse, et on va les accompagner pour que ça devienne des points forts. C'est un dossier aussi qui peut être obligatoire, parce que comme nous sommes centre de formation certifié Calliope et CPF, donc c'est vraiment en vue du financement, plus du cofinancement par le CPF des bénéficiaires. Et comment on vous joint ? Comment on vous contacte ? Alors déjà, l'agence, elle est à Chambéry, rue Nicolas Parent.
Oui, 334 rue Nicolas Parent. On a un site web, donc espritdentreprendre.fr, et on a le numéro de téléphone qui est que je donne. Alors attrapez les stylos. Attention. C'est bon? Tout le monde a un stylo? C'est bon. Alors c'est au 04 58 00 14 20, et du coup l'adresse mail ce sera le contact@espritdentreprendre.fr. Super. Eh ben merci beaucoup Jean-Baptiste. On va se retrouver juste après la première pause. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac 92.1 FM. Le Nouvel Entrepreneur continue avec Clément Dumont. Bonjour Clément. Bonjour tout le monde. En général, votre nom est plutôt familier aux oreilles locales, et si ce n'est pas le cas, le nom de votre association résonne fortement. Vous êtes le président de Zicomatic, et on va commencer par le parcours, c'est-à-dire le chemin qui vous a mené à créer cette association. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Effectivement, j'entreprends peut-être d'une manière un peu différente de ce qu'on peut entendre dans le cadre d'une entreprise. Je suis fondateur d'une association qui s'appelle Zicomatic. Un parcours un peu particulier, en difficulté un peu dans ma vie quand j'étais en première. Je vivais sur Paris et j'avais quelques difficultés. J'ai eu la chance d'être accueilli dans un lycée où on m'a permis de faire des bonnes actions. Et puis ces bonnes actions m'ont fait me rendre compte que en aidant les gens, je m'aidais aussi moi-même. Et c'est assez génial en fait de ressentir ce truc-là, de se dire à l'intérieur de soi on peut faire quelque chose de bien pour les autres. J'en ai fait un métier, je suis devenu éducateur. Et en étant éducateur, passionné de musique, j'ai amené un jour ma guitare où je travaillais avec des personnes en situation de handicap, très dépendantes. Et j'ai vu l'attrait que ça avait pour ces personnes. On a monté un groupe de musique pour jouer pour plein de personnes en situation de handicap, des enfants, des adultes, des EHPAD, partout sur la région. Et aujourd'hui ça s'est un petit peu développé. On a de plus en plus d'actions sur la région et sur la France. Alors moi j'ai noté, je fais mes devoirs, je visite vos sites, Bravo. Je vous espionne, j'envoie des gens vous suivre dans la rue, et après je peux comme ça préparer l'émission. Ouais, c'est ça. Tu t'es senti suivi. Pardon, vous. C'est moi qui fais bugger le truc. Sensibiliser en école, en entreprise. Alors en école je peux voir le truc, mais je vais quand même vous demander de l'expliquer. En entreprise un petit peu moins. Mais en fait, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai affaire à des êtres humains, que ce soit des enfants ou des adultes, qu'on a tous la possibilité dans notre vie de rencontrer des personnes en situation de handicap. Il est important aussi de rappeler que personne n'est à l'abri demain d'être en situation de handicap. Et par rapport aux enfants, pour rebondir là-dessus, je fais beaucoup de sensibilisation, je rencontre gratuitement, je le dis bénévolement, à peu près 6000 élèves par an pour les sensibiliser au handicap. Pour moi, ce qui est très important pour nous, c'est de se dire que ce sont eux, plus tard, qui vont porter un regard sur le handicap. Donc on lève les peurs, on parle des appréhensions qu'on peut tous avoir. Je pense qu'autour de la table, on peut tous avoir l'appréhension autour du handicap d'être maladroit, d'être un petit peu trop empathique, de ne pas connaître. On a simplement cette idée d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas, et c'est important de le reconnaître, les enfants les premiers. Donc on leur parle de myopathie, d'autisme, de trisomie, de plein de choses. Aussi, et très important, de notions d'handicapables, ces personnes handicapées qui peuvent faire des choses peut-être des fois même plus incroyables que nous. On finit en musique parce que j'ai quelques chansons autour de ça, et pour être très sincère, je fais exactement la même chose en entreprise avec d'autres mots. Et là, on est par exemple sur le thème de l'entrepreneuriat. Les collaborateurs sont d'abord des êtres humains et ont besoin de rencontrer des personnes en situation de handicap. On parle de plus en plus de personnes en situation de handicap et de RQTH dans les entreprises, et du coup, ça me permet de le faire. Je reviens d'une entreprise là sur Paris où il y a 5-6 personnes suite à l'intervention qui se sont entre guillemets déclarées, et ça a pu lever un petit peu des appréhensions, casser un peu les préjugés et simplement apporter un témoignage humain, je crois. Il y a un bénéfice double puisque ça peut servir autant à mieux vivre avec ses collègues, mais aussi c'est quelque chose qui sert aussi dans la vie de tous les jours. Donc ça reste pas dans l'entreprise au final. Mais à 100%, un exemple tout simple, il y a énormément de choses qui sont faites autour du handicap qui rendent service à la société. Le masque transparent, par exemple, qui a été créé par Anissa, qui est sur Toulouse, qui est sourde. Ce masque a permis à ceux, en tout cas, qui le voyaient, de pouvoir simplement voir un sourire, quoi. Ou voir quelqu'un qui fait la tête. Toutes ces expressions sous le nez, là, qu'on perd énormément. Et donc oui, il y a énormément de possibilités. Et je crois que pour casser les préjugés, et on est dans le cadre d'une émission sur l'entreprise, souvent les entreprises, ou en tout cas des personnes dans certaines entreprises peuvent penser qu'embaucher une personne en situation de handicap va être une source de galère, d'adaptabilité de poste, d'aménagement d'horaire, de choses comme ça. On a pas mal de préjugés encore. Et on se rend compte que ça peut être une plus-value pour tout le monde, en fait, de se rencontrer et de vivre avec ces gens-là, sans parler d'inclusion, que c'est un mot qui me gêne un peu, mais...
Il y a aussi une exposition pour véhiculer tout ça. Oui, l'idée est encore de sensibiliser un regard sur les gens en situation de handicap, quel qu'il soit. On a aujourd'hui 4 expositions, des portraits de 2 mètres de haut, d'adultes et enfants handicapés, qui sont un petit peu dispatchés partout en France. On les met à disposition, j'en profite, n'hésitez pas si vous voulez la recevoir, c'est assez simple, on l'envoie gratuitement, vous l'installez si vous êtes loin, et si vous êtes en région Auvergne-Rhône-Alpes, on vient vous l'installer directement. En ce moment, elle est chez... j'ai peut-être pas le droit de faire de pub, donc je vais rien dire, mais sur 2 grosses entreprises du Bourget. Non, mais on va éviter, mais en tout cas une grosse marque de jeu et puis une entreprise aussi que j'ai installée récemment. Enfin voilà, elle bouge beaucoup et c'est vraiment l'idée pour nous de porter un regard différent et bienveillant sur le handicap quand on passe devant ces photos. Alors moi c'est une émission sur l'entreprise comme vous l'avez dit, mais je vais vraiment me concentrer sur le parcours et tout ce que vous apportez au final, parce que Zicomatic, c'est énorme. Il y a combien de personnes qui travaillent maintenant chez Zicomatic? Mais pas tant en fait, on est beaucoup de bénévoles pour être très sincère. Oui, mais quand je dis travail, c'est les bénévoles. Ah oui, je le dissocie en 2 choses, c'est-à-dire qu'on a effectivement une centaine de bénévoles sur l'année, notamment sur un festival inclusif et solidaire qu'on vient d'organiser au Phare de Chambéry, et récemment, ça fait 1 an qu'on a embauché 2 personnes, donc on est ravis, et je suis aujourd'hui, j'ai quitté mon métier d'éducateur, je suis au chômage depuis 1 an et demi pour me consacrer à 100% à l'association, essayer de la développer avec l'espérance de pouvoir créer un poste de directeur de l'association l'année prochaine et pouvoir en vivre. Ça fait 18 ans que je n'en vis pas, donc j'en vis autrement en tout cas. Et du coup, parmi tout ce que vous faites, et c'est là que je rebondis sur le fait que il faut beaucoup de monde pour faire tout ça, il y a plein de choses. Il y a l'expo, il y a tout ce qui est sensibilisation, tous les déplacements que vous faites en entreprise, en école. Il y a le cassette pour tous. Oui. On en parle ? On en parle, oui, carrément. J'adore ce projet. C'est un projet un peu délirant. En fait, pour résumer les choses, on offre, au-delà de la sensibilisation, qui est un outil très important pour nous, dans la société d'aujourd'hui, on offre aussi l'accès à la culture pour tous. Je parlais d'inclusion tout à l'heure. Je n'aime pas le mot parce que pour moi, c'est un mot qu'on ne devrait pas avoir à inventer. C'est le contraire de l'exclusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de choses pour accueillir et recevoir de façon sociétale et bienveillante des personnes en situation de handicap partout. Je vous donne des exemples sur l'aspect concret de salles, de spectacles, tout ce qui touche à la culture, c'est pas forcément évident. Et effectivement, on offre énormément de projets culturels pour des enfants, des adultes, des personnes en EHPAD. On fait rentrer la culture dans ces lieux médico-sociaux et on leur permet d'accéder à la culture de droit commun. Hier, entre autres, exemple typique, on offrait 100 places pour aller voir un match de handball pour des personnes en situation de handicap mental et physique et psychique. Enfin voilà, on a Musilac avec qui on est partenaire du festival pour lequel on a une estrade un peu dédiée pour accueillir un maximum de personnes. Et le Cassette pour tous, merci d'en parler, c'est un projet un peu fou. On a plus de 900 adhérents là en 3 mois, on n'a pas tout compris. Avec l'idée en fait de créer, c'est un lieu qui existe déjà qui s'appelle le Cassette à Barbera, un restaurant et studio d'enregistrement. Et on loue la journée et on y met des ateliers de sophrologie, de création de Noël en ce moment, des concerts, enfin tout un tas d'ateliers. Peu importe les ateliers, entre guillemets, c'est un outil qui permet de se rencontrer, de partager. J'ai fait un concert récemment avec des enfants et des personnes qui venaient d'un EHPAD. Voilà, on s'est rencontrés là-bas. Enfin, c'est quelque chose de très bienveillant et en utilisant des outils comme la culture pour se mélanger, se retrouver, se rencontrer, se découvrir et simplement vivre. On peut s'arrêter là-dessus, on arrête l'émission, c'est bon, on a tout dit. Non, c'est énorme, merci beaucoup déjà d'être là pour partager ça avec nous, parce que je regarde ma liste et je me dis, mais il y a tellement de choses à dire, on va jamais y arriver. Le festival en scène. Oui, on a fait au festival, effectivement c'est un festival rapido, mais c'est un festival inclusif et solidaire, parce qu'inclusif, alors le terme encore une fois est discutable, mais on dit bienveillant. Voilà, on a par exemple des gilets vibrants pour des personnes sourdes et malentendantes. On met à disposition, je le dis sur votre antenne, nous avons fait l'acquisition de 5 gilets vibrants. Je veux pas qu'ils restent pour nous. L'idée est de les prêter, on les prête dans les festivals, on les prête dans des concerts, dans des salles de spectacle, peu importe. Venez les chercher, venez les utiliser. C'est un outil qui permet à une personne sourde de ressentir les vibrations, donc le rythme, par exemple d'un concert, ce qui veut dire que quand on lui permet d'avoir cette acquisition-là, elle est moins en situation de handicap sur ce genre d'événement. C'est un festival dans lequel on a créé un espace pour 80 personnes en fauteuil, ce qui n'est pas le cas en général au Phare de Chambéry. On est plutôt autour de 8 à 16 places, avec des accompagnateurs aussi qui sont là. Enfin voilà, l'idée est vraiment de recevoir les gens, des écrits plus gros pour les personnes malvoyantes. Ça paraît tout bête, mais je me permets de donner ces petits conseils. Au lieu de faire une impression au format A4, essayons de faire des formats A3. Ça permet à des personnes malvoyantes de mieux voir. Personne malvoyante, c'est une personne âgée, c'est papy, mamie, ça peut toucher beaucoup de monde. Et on n'en parle pas aussi, mais le handicap invisible représente 80% des handicaps. Et dans les entreprises, il y a énormément de travail encore à faire autour de ça, sur les préjugés, les avis qu'on peut avoir autour de cette notion qui est importante. Moi, il y a une philosophie que j'adore. On parlait il y a quelques mois et vous m'expliquiez que vous aviez organisé des baptêmes en avion, je crois, c'est ça. Oui.
Et ce que j'avais adoré, c'était cette philosophie de dire c'est pas seulement l'enfant handicapé qui va monter dans l'avion, mais c'est aussi les parents qui vont monter avec parce que ça doit se partager. C'est exactement ça. En fait, le thème, c'est très souvent dans des familles, on entend dire à cause du handicap de mon frère, de ma sœur, de mon père, de ma mère, je ne peux pas faire ci ou ça. Parce que je suis empêché pour tout un tas de raisons. Et là, l'idée, c'est de réinverser les rôles. On l'a fait aussi sur des baptêmes en Zodiac, avec l'association d'IRED récemment. L'idée, c'est pendant 2 jours, par exemple, sur ces baptêmes d'avion, de permettre à des personnes en situation de handicap de faire voler des personnes de leur famille. Et en fait, on réinverse les choses, c'est-à-dire que grâce au handicap de mon frère ou de ma sœur, je fais un vol d'avion, on a fait voler des personnes tétraplégiques, c'est complètement délirant. Récemment, on est même allé à Méry, à Winalp, faire voler des personnes en situation de handicap, avec un gros handicap très dépendant, qui se sont envoyés en l'air. J'ai vu les images, c'était dingue. C'est beau. Enfin voilà, en fait, l'idée, c'est de se dire que Philippe Croison le dit très bien, mais tout est possible à partir du moment où on essaye d'y mettre les outils. Et je pense que c'est chez Zicomatic, ce qui nous plaît, c'est d'avoir des projets un peu fous et de ne pas s'arrêter à l'idée que ça ne marchera pas. On essaye et puis on voit. Vous chantez vachement bien. Tant pis pour vous. Non, mais parce que je veux dire, vous êtes vraiment, c'est pas juste de la transmission d'infos, vous êtes vraiment impliqué là-dedans à des niveaux qu'on voit pas souvent. Je sais pas. Vous écrivez, vous composez, vous venez interpréter. Vous êtes à tous les niveaux de l'intervention. Ça, c'est quand même fou. Vous êtes d'ailleurs pire qu'un ministre au niveau agenda. J'avoue. Bah oui. Alors moi maintenant, là c'est officiel. On est à l'antenne, on est en direct. C'est quand qu'on va boire un verre? Ok, on prend rendez-vous après l'émission, au mois de février, si c'est possible. Février, j'étais pas loin tout à l'heure. Je disais qu'il fallait au moins 3-4 mois pour... Mais ce serait un plaisir. Oui, effectivement, je vends toutes mes chansons au profit de l'association. La musique, pour moi, est un outil universel. Quand je joue pour des personnes polyhandicapées, ça va se passer dans le regard, dans le corps qui bouge, dans plein de choses comme ça. C'est des grands défis, j'adore ça. Et je crois que tout un chacun, tout individu ressent la musique d'une manière positive, négative, peu importe, mais on a tous des émotions qui passent grâce à ça. Et si je peux utiliser ce support pour apporter un peu de bonheur, transmettre des messages, je vends toutes mes compos au profit de l'asso, et du coup l'idée c'est vraiment de véhiculer quelque chose par rapport à ça, et c'est ce que j'aime faire en fait, donc autant que ça serve. Et comment on fait pour soutenir l'association? Alors, on cherche effectivement des mécènes. On est sur une émission autour des entreprises. On cherche énormément à intervenir dans les entreprises au profit de l'association. Alors pour le coup, on fait tout bénévolement la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on offre nos projets, on offre l'exposition, on offre les sensibilisations en école. Par contre, dans les entreprises, on le fait au profit de l'association pour lever des fonds, sinon on n'y arriverait pas. Et donc on cherche des entreprises, des mécènes, enfin comme tout un chacun, comme Radio Grand Lac, on cherche également aussi. Enfin, on a tous besoin de ce genre de choses. Il y a une adhésion à 10 € aussi à l'année. N'importe qui, tout le monde peut prendre une adhésion à Zicomatic. Ça coûte 10 € à l'année. C'est quelque chose de symbolique, mais qui vient marquer un soutien. Et puis des échanges, des rencontres, enfin tout ce qu'on peut mettre en place. Et puis à partir du moment où on m'entend et qu'on croit dans ce que je dis, j'ai tendance à vous expliquer que vous devenez nos meilleurs ambassadeurs par les alentours de vous et vous faites partie de l'aventure. Et des bénévoles aussi, j'imagine. Des bénévoles à certains moments, bien sûr. Pour le Cassette pour tous, on en cherche. Pour le festival, à certains moments aussi, on a pas mal d'outils qu'on peut proposer, effectivement, avec grand plaisir. Surtout des gens bienveillants qui ont envie de s'investir. Souvent, les gens, j'en ai fait une chanson récemment, mais les gens courent après plein de choses dans leur vie et n'osent pas passer ce cap de se dire j'essaye d'entreprendre quelque part, quel que soit l'entrepreneuriat. Et c'est dommage, je peux qu'inviter les gens à accorder 1 heure de temps à quelqu'un qui en a besoin, même si c'est dans l'année, ça fait un bien fou, on se fait vraiment du bien à soi et en plus on en fait aux autres. Donc autant ne pas se priver. Les seuls freins qu'on a en général, c'est nous. Tout à fait d'accord. On trouve un site web, Zicomatic. Oui, en plus il a été refait, je le dis, par Nathalie qui est bénévole de l'asso. On valorise les compétences des bénévoles, c'est absolument incroyable. On avait un site qui était totalement obsolète depuis des années et Nathalie nous l'a gentiment refait, donc c'est Zicomatic, zicomatic.net. Merci beaucoup. Merci Karim. Et on continue juste après avec nos autres invités. C'est la pause. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac et notre 3e invité est coach professionnel certifié, consultante de carrière et formatrice, spécialiste de la transition et reconversion professionnelle. Bonjour Élodie Vercoustre. Bonjour. Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, on va commencer par définir vos spécialités. Alors, mes spécialités, déjà à la base, effectivement, vous avez éplé tout ce que je fais. Moi, j'aime dire que je suis surtout exploratrice de la conscience humaine, c'est-à-dire que j'aime aller déceler toutes les ressources qu'il y a chez l'individu, déceler tout le potentiel qu'il y a en eux et leur en faire prendre conscience, leur faire prendre confiance en eux. Et c'est surtout ça ma spécialité. En fait, c'est vraiment le développement de l'individu dans sa globalité.
Alors moi, je m'arrête sur les termes, parce qu'on fait souvent les définitions, puisque ça nous parle à nous, c'est notre petit jargon, mais il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre. C'est quoi une consultante de carrière ? Comment ça fonctionne, ça ? Alors une consultante de carrière, c'est un grand mot pour dire que j'accompagne toutes les personnes qui ont une problématique liée au travail. Alors que ce soit des entrepreneurs, des entreprises, pour les dirigeants, pour les salariés ou les particuliers. La consultante de carrière est vraiment là pour accompagner sur une problématique pro avec, encore une fois, moi, ma particularité qui est d'accompagner l'individu dans sa globalité pour atteindre justement cet objectif pro. Et en ce qui concerne la reconversion professionnelle, j'entends souvent dire, et ça se lit dans les articles aussi, qu'il y a une explosion depuis le Covid. Oui, complètement. Il y a une explosion. Alors, il y avait déjà, la reconversion était déjà un petit peu dans les mœurs, on va dire, depuis quelques années. Les nouvelles générations ont plus envie de rester pendant des années et des années dans le même job ou même dans la même entreprise. Mais effectivement, avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont interrogées sur le sens qu'elles voulaient donner à leur vie, et le sens qu'on veut donner à sa vie, ça passe notamment par le travail, parce qu'on y passe beaucoup de temps. Donc effectivement, depuis le Covid, il y a un boom des reconversions et en tout cas des interrogations au niveau du travail. Beaucoup de micro-entreprises aussi, j'imagine. Oui, il y a énormément de personnes qui choisissent de se mettre à leur compte, et alors particulièrement dans la région Rhône-Alpes, qui est quand même très très attractive. Donc effectivement, j'ai pas les chiffres précis, mais il y a énormément de personnes qui ont choisi de se mettre à leur compte, depuis le Covid. J'ai un petit problème technique. Le bilan de compétences, comment ça fonctionne ? À quel moment on en a besoin aussi ? Alors, le bilan de compétences, comme moi je l'entends, je pars du principe qu'on peut en avoir besoin n'importe quand. Le bilan de compétences, à proprement parler, a vraiment pour objectif de définir un nouveau projet pro, un projet qui soit plus cohérent avec qui on est. Alors chez moi, le bilan de compétences a de nouveau cette particularité de prendre en compte l'individu dans sa globalité. Donc il y a toute une phase très introspective sur qui on est, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi nos besoins. Et moi, j'attache une attention toute particulière sur c'est quoi nos talents naturels. Et donc il y a toute cette phase introspective qui permet à la personne de vraiment prendre conscience de qui elle est, d'être plus alignée avec qui elle est. Donc quand on s'interroge sur quoi faire, ou je suis pas très bien dans mon job, ou peut-être que je pourrais faire quelque chose qui m'épanouit mieux, bien évidemment un bilan de compétences est adapté. Mais j'ai aussi des personnes qui le font pas forcément pour changer de job, mais vraiment pour prendre conscience de qui elles sont et venir asseoir un petit peu leurs ressources. Et qui peut avoir besoin d'un accompagnement ? Tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Ouais, alors les particuliers, ça peut s'adresser à tout le monde. Alors moi, encore une fois, ma particularité, c'est la carrière. Donc je vais pas accompagner quelqu'un sur une thématique qui serait uniquement liée à la vie privée. Mais les particuliers, ça peut être vraiment pour toutes les personnes. Et les entrepreneurs, c'est également pour tout entrepreneur qui a besoin à un moment ou à un autre d'être accompagné sur une problématique. Alors moi, j'accompagne souvent sur la confiance en soi, mais aussi sur la gestion du temps, la gestion des priorités, ou alors sur l'identité pro, c'est-à-dire qu'à un moment, on a créé son entreprise et peut-être qu'au bout de quelques mois ou de quelques années, on a besoin de se replonger sur le pourquoi on a fait ça, sur le sens qu'on y a mis derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait toujours sens ? Est-ce qu'il y a des ajustements à faire ou pas ? Voilà, être accompagné peut être à n'importe quel moment, et moi-même, je suis accompagnée depuis le début de mon activité. C'est un peu, ça me fait penser à, alors là on est plus dans le domaine de la santé, mais le fameux, c'est très américain, d'aller souvent consulter, alors chez eux c'est le chiropracteur, mais d'aller souvent consulter même quand on va bien, justement pour continuer à aller bien, et pas attendre les problèmes pour chercher une solution. Oui, alors moi j'aime pas trop le terme consulter pour le coup, même si je suis consultante, mais ça n'a pas la même signification. Mais effectivement, pour moi, être accompagné, ça veut pas nécessairement dire qu'on a un problème, c'est juste qu'on a besoin d'être accompagné pour atteindre un objectif, ou bien pour être sûr qu'on va dans la bonne direction, ou juste pour se sentir soutenu. Tout à l'heure, on parlait
de la couveuse, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que ça veut pas dire qu'on a un problème ou qu'on sait pas faire. Simplement, on a besoin de quelqu'un qui nous donne les ailes, entre guillemets. Et pour ça, vous avez créé des programmes. Oui, j'ai créé mes propres méthodes d'accompagnement. J'ai envie de dire les noms parce que j'aime bien. Alors, j'ai le programme Révolution ou Revolution. Non, moi je suis française. Mais comme le suivant, il sonne très anglophone, je savais pas trop. Vrai. Et le suivant que j'ai noté, c'est Flash and Flow. Absolument, Flash and Flow. J'adore. Et le dernier, c'est beaucoup plus simple, c'est la méthode essentielle. Alors le Flash and Flow, pourquoi le Flash and Flow? C'est parce que ça, c'est un accompagnement qui est sur des plus courtes durées. Et flow par rapport effectivement à cette notion de flow dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, notamment par rapport à la psychologie positive, cet état où on se sent parfaitement aligné, parfaitement à sa place. Donc c'est vraiment des coachings très très courts pour un objectif bien précis, alors que les deux autres méthodes, c'est des accompagnements beaucoup plus longs qui nous permettent vraiment d'aller creuser dans la globalité et vraiment d'aller en profondeur dans les choses. C'est quoi votre parcours à vous pour en arriver à cette activité? Alors, mon parcours à moi, c'est un premier parcours très standard, c'est-à-dire que je savais pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais en terminale. Donc, j'ai fait un petit peu comme papa, voilà. Je suis partie sur un BTS commercial. Ensuite, j'ai fait une licence en tout ce qui est marketing, com et management. Et puis, j'ai eu mes postes, j'ai été salariée, j'ai changé d'entreprise, j'ai été commercial terrain pendant longtemps et puis j'ai évolué. Voilà, je suis restée dans le standard de ce qu'on attend de nous dans la croyance collective, c'est-à-dire on débute au bas de l'échelle, puis on grimpe, et puis on a de plus en plus de responsabilités, de plus en plus de un statut qui est de plus en plus glorifiant sur le papier, je vais dire ça comme ça. Et puis moi, je fais partie de ces gens qui s'investissent énormément dans leur job. Et puis un jour, mon corps m'a arrêté. J'ai été obligée enfin voilà, j'ai eu un burn-out, donc j'ai été obligée d'arrêter. Et là, du coup, je me suis dit, ok, c'est le moment de vraiment se poser des questions et de réfléchir à qu'est-ce que je veux donner comme sens à ma vie. Et donc, c'est là où moi-même, je me suis fait accompagner et coacher à l'époque pour définir un nouveau projet. Et je me suis rendu compte que ce que je fais aujourd'hui, je le faisais déjà naturellement. Et donc, j'ai décidé de créer mon activité. Alors, mon parcours fait que j'avais vraiment pas envie d'être salariée. Donc, de toute façon, pour moi, c'était évident que je serais plus salariée. Dans un premier temps, en tout cas, je sais pas ce que l'avenir me réserve. Et donc, j'ai créé cette activité il y a bientôt 3 ans, avec vraiment cette volonté d'aider toutes les personnes qui, à un moment ou à un autre, auraient un mal-être quelconque lié au travail. Mon rêve, quand j'ai créé mon activité, c'était de me dire, je vais essayer de faire éviter à un maximum de gens d'arriver là où moi je suis arrivée, c'est-à-dire un burn-out qui m'a mis à plat pendant plusieurs mois. Vous entendez cette diction parfaite, cette aisance radiophonique. C'est pas pour rien, c'est que tout ça, vous le transmettez aussi autrement. Il y a une émission ici à Radio Grand Lac qui s'appelle Enquête de sens. Tout à fait, une émission Enquête de sens pendant laquelle j'essaye justement de montrer aux gens un petit peu que tout est possible, qu'on peut avoir des parcours différents, qu'on peut avoir commencé en étant salarié, puis finalement entrepreneur, et puis on peut aussi faire l'inverse. J'ai aussi des parcours de gens qui ont fait l'inverse, mais c'est une émission qui est vraiment dédiée à ça, à la quête de sens, à ce terme que moi j'emploie, je pense, chaque jour pour essayer de montrer qu'on peut avoir une quête de sens et que ça passe par plein de choses différentes. Et comment on fait pour vous contacter ? Alors, me contacter, j'ai un site internet qui est essentiel-et-potentiel.com. Je suis aussi sur les réseaux, donc tous ceux qui sont connus, Facebook, Insta et LinkedIn, donc sous le nom Essentiel et Potentiel également. Et de toute façon, sur mon site internet, il y a mes coordonnées. Super. Donc on appelle Élodie, on se fait suivre. On se fait suivre, c'est ça. C'est la blague sur la consultante, pardon. Et nous, on va se retrouver pour la dernière partie, juste après la dernière pause musicale. À tout de suite. Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac.
Le nouvel entrepreneur suit tes fins sur Radio Grand Lac avec une 4e invitée et c'est particulier car ça s'est mis en place un peu à l'arrache cette invitation. Pour la petite histoire, l'incubateur Savoie Technolac a organisé il y a peu un marché de Noël dans ses locaux, ce qui permettait de mettre en avant les entrepreneurs qui ont été ou qui sont encore portés par l'incubateur et par le village Baïséa. Et parmi eux, je tombe sur Vanessa Mallet qui a créé Mon Carré Doux. Alors déjà, le nom est trop mignon. Et j'ai trouvé ça génial. Donc la voilà. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous. Votre parcours avant de créer votre activité, c'est par là qu'on va commencer. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, ça me fait très plaisir. Donc j'ai créé Mon Carré Doux parce que... alors je vais quand même dire rapidement ce que c'est. C'est on commence par là. Pour comprendre, parce que c'est un coussin rembourré qui permet de soulager les personnes porteuses de dispositifs implantables. Donc, c'est des boîtiers qui sont mis sous la peau pour des personnes qui sont, par exemple, en chimiothérapie ou dans des pathologies cardiaques, qui ont des pacemakers, des défibrillateurs et qui n'arrivent plus à porter leur ceinture de sécurité ou des lanières de sac ou même encore des sous-vêtements chez les femmes dû à la compression qu'exerçaient tous ces supports. Et donc, moi, j'étais infirmière coordinatrice en oncologie et je me suis rendu compte que cette problématique était vraiment fréquente chez les personnes que j'accompagnais. Et en fait, en tant que... j'ai été diplômée en 2012, donc ça fait une dizaine d'années. Je travaillais dans les services et je me rends compte beaucoup en cancérologie et que je n'avais pas perçu cette problématique avant. Pourquoi ? Je pense que quand j'ai pris mon poste de coordinatrice, j'ai eu la chance d'avoir un temps privilégié avec chaque personne que j'accompagnais et d'analyser de leur dimension psychosociale et tout l'impact que pouvait avoir chaque chose qu'ils rencontraient dans leur vie quotidienne. Et ce dispositif implantable, au final, avait un impact aussi bien sur la douleur physique que la douleur morale. Et j'ai après lancé des questionnaires un peu via les réseaux sociaux pour vraiment connaître à plus grande échelle l'impact qu'avait, donc on appelle une chambre implantable ciblée en cancérologie. Et sur 700 personnes, il y avait 65% des personnes qui s'estimaient gênées ou douloureuses dues à leur dispositif. Donc il y avait un réel problème. Tout à fait, oui. Et pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Enfin, on en a cherché quand même, parce que pour moi, mon métier en tant que coordinatrice, c'était de trouver des outils pour améliorer le quotidien. C'était un vrai accompagnement. Et j'avais comme mission de répondre à chaque difficulté pour les aider à cheminer dans leur maladie. Je me suis tellement sentie impuissante à de nombreuses reprises. J'avais des témoignages de personnes qui ne mettaient pas leur ceinture. Donc, au-delà du confort, il y avait un problème même de sécurité. Des personnes qui mettaient des torchons, qui avaient acheté des pinces pour retirer leur ceinture. Des personnes qui avaient perdu leur plaisir de randonnée, parce qu'on est quand même dans une région assez attractive pour ça, et de porter un sac à dos, en fait, ils pouvaient plus à cause de la bretelle. Donc, pour moi, c'était inconcevable, et on a co-créé, en fait, ensemble, ce coussin, en fait, rembourré, parce que la seule chose qu'on a trouvé, c'est aussi des protèges de ceinture de sécurité, mais c'était pas assez rembourré et ça ne s'adaptait pas à tous les supports. Du coup, j'ai commencé à faire un premier prototype en décembre 2020. À cette époque, j'ai fait appel à une couturière parce que je n'avais aucune notion dedans pour répondre à ce besoin. Et j'étais prise aussi parce que j'étais chargée de développer un institut du sein. Donc, j'étais prise aussi dans ce projet-là. Donc, ça avançait un petit peu, mais le prototype était beaucoup à peaufiner. Et puis, signe du destin, je ne sais pas, mais j'ai eu j'ai une maladie invalidante et mon handicap s'est aggravé en avril 2021.
Et j'ai dû arrêter de travailler et je me suis dit, toi qui es si passionné par le prendre soin, comment tu vas faire? Donc j'ai acheté ma machine à coudre, j'ai appris à coudre avec des tutos comme je pouvais entre les soins, etc. Et en fait, j'avais la chance d'avoir gardé des super relations dans la clinique où je travaillais et avec les personnes que j'avais pu accompagner. Et d'ailleurs, je remercierai jamais assez, mais c'est les patients qui m'ont relancé pour vraiment aller au bout de notre idée commune, j'ai envie de dire, parce que dans ce projet, je suis pas seule du tout. Et du coup, j'ai cousu, j'ai leur envoyé, ils m'ont fait leur retour, jusqu'à temps d'avoir le prototype final, d'avoir des témoignages où les personnes étaient vraiment soulagées. Et puis, 60 personnes ont validé le prototype final en mai 2022. Et du coup, j'ai lancé une campagne de financement participatif cet été, en fait. Et vous êtes porté par l'incubateur, c'est ça? Eh ben oui, ça fait 2 mois que en fait, je suis à l'incubateur Sava Technolac parce que en tant qu'infirmière, l'entrepreneuriat, je ne connaissais pas. Et seul, pour moi, il faut absolument être accompagné, et bien s'entourer. Donc, je ne me voyais pas avancer sans aucune notion. Donc, j'avais besoin d'apprendre pour aller au bout de mon projet, quoi, et de le lancer. Et comment, parce que le concept est génial, le nom, qui a trouvé le nom, Mon Carré Doux? Mais je l'ai trouvé je pense, même pas 1 minute. C'est vrai? Ah ouais, j'ai pas brainstormé ou je ne sais quoi. Bonne inspiration. C'était vraiment une évidence. En fait, Mon Carré Doux, je l'ai choisi parce que je voulais que la personne s'approprie cet accessoire pour que ce soit un allié dans son quotidien et qu'elle puisse vraiment retrouver des plaisirs, que ce soit la douleur, on se rend pas compte, mais la douleur dans un quotidien, c'est une charge mentale qui est inexplicable. Donc, ce petit carré doux, il est tout petit, mais des petites choses peuvent vraiment changer tout un quotidien. Et ça, je veux vraiment que tout le monde en ait conscience. C'est que je pense à un exemple parce que j'ai vu ça hier, mais sur une carte de crédit, mettre en braille les explications, ça paraît rien, c'est quelques petits points, mais ça change toute une vie d'une personne. Le carré doux, c'est exactement pareil. C'est que ça peut apaiser un quotidien et sans douleur, c'est des instants de bonheur, quoi. Moi, je vais m'arrêter sur 2 choses. Déjà, parce qu'en plus du nom qui est vachement mignon, il y a aussi le slogan qui m'a vraiment arrêté. Le coussin douceur qui apaise les douleurs. J'ai trouvé ça génial. Oui. Et le coussin douceur qui apaise les cœurs. C'est mes 2 slogans. D'accord. Alors moi, pour le nombre de pieds, je garderai le premier. C'est mon côté poète. Et ce que vous avez dit il y a quelques instants, c'est que les petites choses, ça peut changer beaucoup. Et je pense que Clément, tu pourrais même... tu peux valider ça facilement. Moi, je suis juste... j'admire les gens, moi, qui veulent changer le monde et qui font du bien au monde. Et c'est ce que tu fais, c'est très beau. Et je pense que tu le vis avec passion et avec beaucoup de sensibilité dans ta voix. Je suis fan de ces gens-là. Un premier fan? Pas n'importe lequel. Je pense qu'elle en avait déjà avant et qu'elle a bien service. Non, mais ça veut dire, Vanessa, que vous allez vous retrouver sur scène au festival de Zygomatic en septembre prochain. Et vous chanterez avec... Non. Oh mon Dieu, non. Méfie-toi, quand on est plusieurs à chanter faux, ça fait un truc assez juste. Ça aussi, c'est beau. On fera un recueil, Radio Grand Lac. On va faire un recueil des belles phrases de l'émission. On commence aujourd'hui. Quand on porte un projet comme celui-là, qui est magnifique et qui a un sens incroyable, est-ce que il reste atypique malgré tout quand on doit parler à des financeurs, quand on doit parler à des gens qui font de l'accompagnement, et souvent, alors je veux pas caricaturer, mais les banquiers ou d'autres métiers très carrés où on regarde que les chiffres et l'inspiration et le reste, ça vient vraiment après. Comment ça se passe quand on a ces rencontres-là? Eh ben, c'est tout blanc ou tout noir, j'ai envie de dire. Franchement, Michael Jackson. Pardon. Non, mais là, j'ai rencontré des difficultés parce que je perçois vite aussi les gens qui sont sensibles ou non au projet, parce que dans cette dimension, en plus, dans ce projet, j'ai voulu donner une dimension inclusive
Et en fait, ce sont des personnes porteuses d'handicap dans un établissement adapté qui confectionne les carrés doux. Et je voulais le faire absolument dans la région avec des produits éco-responsables. Donc, c'est des tissus recyclés, upcyclés. Et donc, moi, les problématiques, c'est la marge, la rentabilité. Voilà, j'ai eu un premier comptable qui m'a conseillé d'aller fabriquer en Chine et d'arrêter. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés par rapport à ça. Mais heureusement, next, j'ai envie de dire, à ces personnes qui sont pas forcément sensibles à ça. Et j'ai été trouver des personnes qui étaient intéressées par le projet, qui le comprenaient. Oui, qui le comprenaient, voilà, exactement. C'est le plus dur. Il est fabriqué où, du coup ? Il est fabriqué à Riorges, à l'Itac, c'est proche de Saint-Étienne. Alors, il y a plein de choses à dire sur l'entreprise, la fabrication, le concept et la philosophie qui est derrière. Moi, j'avais enregistré donc marque engagée, confection, donc dans la région. Oui, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes. Riorges, c'est proche de Saint-Étienne, tout à fait. Circuit court, tissu et rembourrage biosourcé et recyclé. Oui, exactement. Alors le biosourcé, je me suis dit je vais pas chercher, je demanderai, c'est mieux. Biosourcé, c'est parce que j'ai choisi des tissus qui ont le label GOTS. C'est le si je peux, ça aussi, ça m'a marqué parce que pour moi GOTS c'était une série où il y a de l'inceste, des meurtres et des dragons. Et là je me dis tiens, elle a ce label là, c'est bizarre. Non, c'est le label qui est la plus haute qualité au niveau des tissus, qui respecte l'environnement, donc il n'y a pas de pesticides, il y a moins de consommation d'eau, et surtout qui respecte des conditions décentes pour les travailleurs du textile. Et ça, c'était juste important pour moi. Et la ouate, c'est de la ouate recyclée, c'est des vieux oreillers, on récupère la ouate, on la retravaille, voilà, C'est incroyable, c'est tout made in France en plus, 100% made in France. Oui, alors à part le coton, où forcément il n'y a pas de culture en France malheureusement pour l'instant. Voilà, c'est notre prochaine étape. Voilà. Mais sinon, oui, à part la culture du coton, sinon le reste, tout est fait en France, effectivement. Et comment ça se passe ? C'est quoi la suite pour vous ? Parce que là, vous êtes encore incubé, si on peut dire. Je sais pas si ça se dit comme ça avec l'incubateur. Oui, tout à fait. Ouais, je suis incubé, mais je suis aussi. J'ai eu la chance de gagner un trophée qui s'appelle H-Up Entrepreneur. C'est une association en fait qui accompagne les porteurs d'handicap qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et donc eux, ils vont m'accompagner pendant 8 mois avec un programme aussi qui va m'aider à cheminer dans mon projet. Et du coup, là où j'en suis, c'est que je fais connaître mon carré doux parce que c'est quelque chose qui n'existait pas. Et mon but, c'est de toucher aussi les associations qui participent qui œuvrent au bien-être de l'amélioration de la qualité de vie des patients. Et là, j'ai 4 associations qui ont financé des coussins pour les personnes en chimiothérapie. Et il y a une boutique en ligne sur le site. On va redonner le site peut-être. www.moncarrédoux.fr. Et allez-y parce qu'en plus c'est hyper utile, c'est pas cher, c'est de la bombe. On le dit comme ça. Allez. 9-2 représente. On arrive à la fin. D'ailleurs, il nous reste quelques secondes, très peu. Je vous remercie donc d'avoir suivi l'émission. Merci aux invités d'avoir participé. La prochaine, c'est une émission exceptionnelle le 23 décembre avec uniquement des artisans créateurs. On en a encore pas eu beaucoup pendant l'année, donc là on fait une émission rien que pour ça. On aura Julie Grodaillon pour Jailan Création, Emmanuel Berton pour 3 Design Product, Julie Desplat-Flachet pour Zenesia Création et alors j'ai écrit des lignes et des lignes et des lignes, mais je ne sais plus quoi dire. Fanny Purabo pour Verde Eco que Vanessa connaît bien puisque c'était sur le même marché de Noël que je l'ai rencontré. Pour la suite des programmes, alors nous avons Vu d'ailleurs animé par Jérôme, les infos avec Max. Vu autrement, mais on est ailleurs. À 12h05, donc Jérôme Vu autrement. À 13h, on aura Julien, c'est une autre histoire. Il va nous parler de la bataille d'Austerlitz. Il y a une date, mais vous la découvrirez tout à l'heure. À 19h, Christian, la note bleue, émission sur le jazz. Et puis nous, on se retrouve comme prévu dans 2 semaines. Merci à tous et à bientôt. Bisous.